Salut à tous, nous sommes le lundi 10 février 2026 et notre cher ami John Helmer est avec nous. Je suis de retour ici au Brésil. Bon retour parmi nous, John. Et bienvenue à vous. Merci de m'avoir invité. Veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous aider à toucher davantage de personnes. Et John, permets-moi d'intervenir et de commencer par l'une des questions les plus importantes, l'un des principaux points dont nous parlions avant de passer en direct. Quelle était exactement la formule d'encourage, telle que mentionnée par les responsables russes? Et de quelle manière les mesures actuelles d'application des sanctions américaines, comme les interceptions de pétroliers, sapent-elles ou contredisent-elles l'interprétation russe de cette formule? Quelle est la différence? Il semble que la perception des deux camps soit en quelque sorte différente. Quelle est ta compréhension de cela? Eh bien, il s'agit d'une évolution très importante que tout le monde devrait comprendre. Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, a déclaré la guerre à Dmitri Peskov, le porte-parole du président. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Vous avez présenté cela comme le différend autour de la soi-disant formule d'encourage. La formule d'encourage est un slogan utilisé par la partie russe. Le président Poutine l'a répété à de nombreuses reprises. Et donc, son porte-parole l'a également répété à de nombreuses reprises, comme une formule qu'ils affirment avoir été convenue avec le président Trump lors du sommet d'Anchorage en août dernier. Rappelons-nous, car nous avions fait une émission à ce sujet, que Trump s'était brusquement retiré à mi-parcours de ce sommet. Les documents de la réunion au sommet montraient que la partie américaine avait prévu au moins 4 heures de discussion, une conférence de presse de 45 minutes, un déjeuner avec la délégation élargie et ainsi de suite. Mais Trump s'est retiré et a écourté la rencontre. Ce n'était pas prévu dans le programme. Selon mes sources russes, le président Poutine a fait la leçon à Trump et pensait que ce dernier avait compris les différentes préoccupations russes, les soi-disant causes profondes du conflit qui avaient conduit à la guerre sur le champ de bataille précédant l'opération militaire spéciale. Poutine pensait que Trump était d'accord, mais Trump est parti rapidement. Sa capacité d'attention n'est pas très élevée. Il est simplement parti vite. Et depuis lors, la partie russe, en traitant avec l'émissaire de Trump, en particulier Stephen Witkoff, a vu en Trump l'occasion de mettre fin à la guerre en Ukraine et de rouvrir les relations économiques et commerciales, de reprendre les affaires comme avant avec les Américains et dans une certaine mesure de se remettre des dommages causés par les sanctions, y compris le gel des 200 à 300 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale. La formule a une signification factionnelle dans la politique moscovite, dans la politique du Kremlin. D'un côté, Kirill Dmitriev, le soi-disant représentant économique du président, négocie directement avec Witkoff, directement avec Besant, directement avec d'autres membres de l'administration. Kirill Dmitriev, Elvira Nabiullina, la gouverneure de la Banque centrale, et les milieux d'affaires, appelons-les pour faire court, les oligarques, ont tous souhaité un raccourcissement de la guerre et une reprise des relations avec les États-Unis. Ils estiment que l'accord, que Dmitriev célèbre même dans des tweets d'autopromotion, est conclu. Et en effet, mes sources russes confirment que, dans l'ensemble, les négociations avec Viktor et Kushner ont abouti à ce qu'il semble accepter que la Russie a remporté la victoire sur le champ de bataille et qu'il existe plusieurs moyens pour les deux parties de s'entendre sur la reprise des relations commerciales, la fin de la guerre des sanctions et ainsi de suite. C'est ce qu'ils pensent avoir convenu avec Witkoff.
Nous pouvons entrer davantage dans les détails sur ce qu'il prévoit de faire. Il s'agit essentiellement de privatiser plus de 200 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale. Les privatiser dans un fonds américano-russe que Kushner, Witkoff et Dmitriev superviseraient. Privatiser des biens d'État est une manière plutôt inhabituelle de résoudre une guerre, mais c'est ce qu'ils pensent avoir accompli. En même temps, ce n'est pas l'avis de l'état-major. Ce n'est pas l'avis de Sergueï Lavrov, ni celui des services de renseignement. Et il semble que ce ne soit pas non plus le consensus du Conseil de sécurité qui conseille le président. Ils pensent que les États-Unis veulent se retirer d'une guerre perdue sur le champ de bataille en Ukraine et effectuer un retrait tactique afin que cela ne ressemble pas à une défaite ou à une débâcle. En se retirant, ils souhaitent renforcer autant que possible les forces armées ukrainiennes, celles qui continueront à harceler, attaquer et terroriser, maintenant ainsi la guerre contre la Russie. Préserver ces forces pendant le retrait américain constitue donc un objectif majeur. Un autre but est de maintenir la préparation européenne à poursuivre la guerre contre la Russie sur l'autre front, la Pologne, la Finlande, jusqu'à l'Arctique, la route du Nord, et ainsi de suite. C'est un autre objectif stratégique des États-Unis, tel que le perçoit la partie russe, à l'exception des représentants du monde des affaires. Ce qui s'est passé, c'est que depuis plusieurs semaines et mois, le ministère des Affaires étrangères affirme qu'il y a eu une telle intensification des sanctions contre la Russie, contre la capacité de la Russie à commercer son pétrole, entre autres, que la soi-disant formule d'Anchorage, l'accord visant à réduire les tensions et à mettre fin à la guerre, n'existe plus. Lorsqu'un vice-ministre des Affaires étrangères l'a dit plus tôt, le Kremlin l'a corrigé. Cette fois, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov, l'a déclaré de la manière la plus directe possible. Je vais le lire rapidement. Et ensuite, il a été critiqué, sa position a pour ainsi dire été rejetée par Peskov. Je vais lire cela aussi. En gros, ce que Lavrov a déclaré le 19 février lors d'une interview à Moscou, c'est que la rencontre Trump-Poutine à Anchorage montrait selon lui que le problème ukrainien devait être résolu. À Anchorage, nous avons accepté la proposition américaine. Citation, je cite, « Si nous agissons en gentlemen, cela signifie qu'ils l'ont proposé et que nous avons accepté. Donc le problème doit être résolu. » Jusqu'à présent, et c'est là que Lavrov déclare la guerre. La réalité est tout autre. De nouvelles sanctions sont imposées. Une guerre contre les pétroliers en haute mer est menée en violation de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ils essayent d'interdire à l'Inde et à nos autres partenaires d'acheter de l'énergie russe bon marché et abordable. Cela signifie que les Américains se sont donné pour tâche d'atteindre une domination économique. De plus, alors qu'ils avaient apparemment formulé une proposition concernant l'Ukraine et que nous étions prêts à l'accepter, ils ne le sont plus maintenant. Nous ne voyons pas non plus de perspectives prometteuses dans le domaine économique. Les Américains veulent prendre le contrôle de toutes les routes qui approvisionnent les principales puissances mondiales de tous les continents en ressources énergétiques. Et cela continue. Maintenant, il a dit cela le 9 février. Et TASS rapporte, je baisse les yeux, je feuillette des papiers pour pouvoir donner à notre public des citations exactes. Peskov dit à TASS, et il les appelle, souvenez-vous. Il ne dit pas simplement quelque chose à l'improviste. Il répond à ce que Lavrov a dit. L'esprit d'Anchorage, déclare Peskov, parlant au nom du président, reflète un ensemble d'accords mutuels entre la Russie et les États-Unis, susceptibles de déboucher sur une percée, y compris dans le règlement entre Moscou et Kiev. Toute une série d'accords ont été conclus à Anchorage, accords qui avaient déjà été évoqués avant même Anchorage, lors de la visite de M. Witkoff ici.
C'est après cela qu'est apparue la nécessité d'un sommet. Ces accords obtenus à Anchorage sont fondamentaux et ce sont eux qui peuvent faire progresser le processus de règlement et permettre une percée. Il a ensuite refusé d'entrer dans les détails. Répondant à votre question, c'est quoi au juste la formule d'Anchorage? Voilà, c'est de la lutte de faction. C'est aussi clair que le jour. Laissez-moi revenir à ce que me disent les sources russes à propos du comportement de Witkoff et de Kushner dans la salle de négociation, comme cela s'est produit récemment à Abu Dhabi. Elles rapportent que Witkoff agit de la même manière à Moscou. Elles considèrent Witkoff comme une personne extrêmement grossière et très arrogante. Elles voient Kushner comme quelqu'un qui ne dit presque jamais rien. Kushner se comporte comme si Witkoff était une figure paternelle pour lui. Il est là pour symboliser la présence de Trump, mais il ne négocie pas, il ne parle pas. C'est étrange pour ceux qui sont assis dans la salle et les observent tous les deux. Mais en réalité, Witkoff est obsédé par l'idée de projeter la force militaire, de projeter la puissance américaine de manière décisive. Il est donc convaincu en permanence que lui et son armée peuvent imposer un règlement, comme ils estiment l'avoir fait à Gaza, comme ils pensent pouvoir le faire en Iran, comme ils croient qu'ils l'ont fait au Venezuela, qu'ils pourraient le faire à Cuba, et ainsi de suite. Mais en Ukraine, comme nous l'avons vu cette fois à Abu Dhabi, il fallait la présence d'officiers supérieurs. Le général Alexis Grinkevich, commandant du commandement européen, se trouvait du côté droit de la table avec la délégation américaine, si l'on y regarde de près. Puis, tout à gauche, le général Adamski, je crois, le chef du J2, le renseignement militaire du commandement européen. Autrement dit, des officiers militaires parlaient à l'amiral Kostyukov, au général Forman et au général Zorin du côté russe, ainsi qu'aux responsables militaires ukrainiens, dont le chef d'état-major Gnatov. Ce qui s'est passé ici, c'est que la confiance de Dmitriev, la conviction que Witkoff peut être soudoyé, que la famille Trump peut être soudoyée, que d'immenses affaires de plusieurs milliards de dollars, y compris celles impliquant les réserves russes, peuvent générer des profits pour la famille Trump, pour la famille Witkoff, et ainsi de suite, s'est imposé. Ces appâts créent en réalité une coordination économique entre les deux. Ils ne veulent aucune forme de résistance, surtout pas en mer. Ils sont absolument déterminés à empêcher tout conflit ou affrontement entre les forces russes et américaines. Or, comme vous le soulignez, comme Lavrov l'a souligné, il est clair comme le jour que les Américains négocient un retrait tactique du champ de bataille ukrainien parce qu'ils sont en train de perdre et veulent préserver leurs forces d'une capitulation et d'une destruction totale. En même temps, les Américains ont intensifié leurs actions en mer. Ils attaquent donc toutes les grandes routes maritimes. Ils ont saisi un navire battant pavillon russe. Le Mariner a été rématriculé alors qu'il naviguait au large de l'Écosse, près de l'Islande. Ils s'étendent dans la Baltique à travers l'Estonie, la Pologne et l'Allemagne. Ils se sont étendus dans l'Atlantique central, au large des côtes françaises. Ils se sont développés de manière agressive dans les détroits danois, à travers le Danemark. Nous les avons vus et nous avons parlé de tous ces incidents. Des attaques au large de la Crète, en Méditerranée, des navires russes coulés, du prétendu sabotage au large de l'Algérie à la fin de 2024. Et je ne parle même pas de la guerre maritime en mer Noire. Ce que nous avons, y compris les attaques et les saisies de navires les plus récentes, c'est ce que Lavrov a qualifié de piraterie. Aujourd'hui, la piraterie se produit lorsque les navires ne battent pas pavillon russe. Mais de plus en plus, les 1300 à 1500 pétroliers russes ne travaillent pas tous pour la Russie.
Environ 15% seulement d'entre eux battent pavillon russe, bien que la vitesse à laquelle ce pavillon est adopté se soit désormais accélérée. La question devient alors, et c'est une question délicate et controversée à Moscou en ce moment, que peut faire la marine russe? Que peut faire l'armée de l'air russe? Et à quoi le commandant en chef acceptera-t-il de consentir pour défendre cette flotte contre une attaque américaine? Et il est tout à fait compréhensible que Lavrov dise que ce niveau d'attaque contre nos navires, contre notre commerce, qu'ils battent pavillon russe ou non, reste un commerce russe, constitue une escalade qui viole les accords conclus à Anchorage. Ils sont donc en train de se disputer. En décembre, l'amiral Alexander Moseyev, commandant de la marine russe, a rédigé et publié un article dans une revue militaire intitulée « Pensée militaire », soutenant que la Russie devait assurer une protection navale à son commerce afin de maintenir les routes ouvertes. Or, c'est plus facile à dire qu'à faire pour la route arctique, car il y a un littoral russe et des bases russes. Il n'est pas si simple de projeter la puissance navale russe loin des côtes russes, là où les États-Unis disposent de bases. Et nous venons d'assister à une importante interception et saisie d'un navire non battant pavillon russe dans l'océan Indien, que les Américains gardent pour l'instant secrète. Il semble que cela se soit produit dans l'ouest de l'océan Indien. Et il faut beaucoup d'efforts à la marine américaine et à ses bases terrestres, Singapour, Diego Garcia et ailleurs, pour mener ces opérations. Cependant, il est clair qu'il s'agit d'une guerre contre la Russie en mer. Il est clair qu'elle a une cible économique. Et il est clair que Dmitriev et cette faction à Moscou n'ont rien à apporter à la défense. Ils ne veulent pas que leur doctrine du business as usual, pour ainsi dire, soit remise en cause en cas d'affrontement impliquant un soutien naval russe à des navires battant pavillon russe. Il y a des années, j'ai écrit un livre intitulé Sovcom Plot, publié en 2023. Il était alors très difficile d'impliquer le président Poutine dans les décisions nécessaires à la gestion de l'une des plus grandes flottes du monde, comme l'était Sovcom Flock à l'époque. Aujourd'hui, elle est sous sanction. Il est très difficile de gérer cette flotte sans controverse, lutte de factions ou corruption. C'était déjà très difficile à l'époque, même sans guerre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre, et la flotte Sovcom Flotte constitue une part essentielle de la défense du commerce russe. Et il est très difficile, selon les critères de Moscou, d'amener le président Poutine à décider non seulement du mode de fonctionnement de Sovcom Flotte, décision à moitié prise, à moitié laissée dans l'ombre par Poutine, pour ainsi dire, en maintenant la flotte dans l'incertitude. Or, cela ne fonctionne pas. On ne peut pas demander à la marine russe de défendre des navires non immatriculés sous pavillon russe. La marine russe doit défendre des navires battant pavillon russe. Et nous l'avons déjà dit, nous en avons discuté dans une émission précédente. Mais reclasser la flotte sous pavillon russe, puis déployer la marine, pose un grave problème militaire, et pour la faction Dmitriev, un sérieux défi à son pouvoir. Ainsi, Sergei Lavrov a lancé le gant. Nous devons nous défendre, et cela signifie la marine, l'armée de l'air, et bien plus encore. Alliance côtière, une alliance côtière avec l'Inde pour l'océan Indien, une alliance côtière avec la Chine pour le Pacifique, et ainsi de suite. Il y a ici d'énormes problèmes stratégiques à résoudre, des problèmes militaires et techniques, et Dmitriev y est opposé. Il pense que Vitkov et lui ont conclu un accord. Vitkov, en revanche, apprécie cette projection de puissance et la soutient. Nous ne sommes donc pas aussi proches d'un traité de paix, d'une fin de la guerre, que certains veulent le dire, même si l'armée ukrainienne capitulait sur le champ de bataille.
John, je me demandais, puisque tout ce que tu as mentionné est sérieux et important à prendre en compte, non seulement pour la Russie, mais pour tous les pays. Je parle de l'Iran, du Moyen-Orient et peut-être aussi de la Chine. Comment fonctionnent ces saisies de pétroliers américains et ces interceptions maritimes? Est-ce qu'elles aggravent le conflit avec la Russie ou avec d'autres pays également? Et est-ce qu'elles redéfinissent la perception mondiale de la puissance navale des États-Unis? Penses-tu que ces pays vont s'unir ou essayer de trouver une sorte de solution à ce qui se passe? Parce qu'après tout, il me semble que les États-Unis veulent tout dominer. Mais comment cela va-t-il être perçu par les autres pays? Eh bien, chaque pays va devoir veiller à ses propres intérêts, n'est-ce pas? Et nous venons tout juste d'assister à une division très significative, un désaccord, mis en évidence par Yuri Ushakov après la conférence téléphonique ou visioconférence qui s'est tenue entre le président Poutine et le président chinois Xi Jinping la semaine dernière. Dans ce compte-rendu d'Ushakov, on voit apparaître un désaccord. Les mots utilisés, et il est rare de voir Ushakov publier un compte-rendu d'un appel avec le président Xi. Je feuillette mes papiers pour retrouver les termes exacts, car cela reprend, disons, la révélation russe faite par Lavrov en décembre dernier lorsque Wang Yi, le ministre chinois des Affaires étrangères, est venu à Moscou et a rencontré le secrétaire du Conseil de sécurité, Sergei Shoigu, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Ce qui a été dit indique qu'il existe des points de divergence importants, que les positions des deux parties se recoupaient, étaient étroitement coordonnées, ne s'accordaient pas tout à fait, mais que les points de désaccord n'ont pas été identifiés. Et la partie russe a choisi. S'il vous plaît, si quelqu'un veut contester cela, je produirai les documents. Mais comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je passerai sur les mots exacts. Il y a eu une révélation de la part de la Russie indiquant qu'il existe un point de désaccord qu'elle juge important de mettre en avant. Lavrov l'a fait en décembre. Ushakov vient de le faire la semaine dernière. Donc, pour revenir à votre question, nous ne savons pas quel est ce point de désaccord. Et les comptes rendus chinois sont tellement vides d'informations qu'ils ne reconnaissent même pas ce que la partie russe a admis. As not to admit even what the Russian side has admitted. Is there a concern between the two sides, for example? Y a-t-il une inquiétude entre les deux parties, par exemple concernant la préservation du commerce pétrolier, le commerce maritime qui transporte les marchandises russes, pas seulement les produits énergétiques vers la Chine, dans l'éventualité où les États-Unis tenteraient d'intercepter et d'arrêter ce commerce? Pour l'instant, et nous l'avions déjà dit il y a longtemps, lorsque Trump a en fait exempté la Chine de la sanction Rosneft Blue Coil, introduite l'année précédente, Trump l'avait appliquée à l'Inde, mais levée pour la Chine. D'accord, mais que se passerait-il si cela changeait? Il serait normal, on peut s'y attendre, que la partie russe et la partie chinoise, au niveau du Conseil de sécurité, de la marine, des hauts responsables, puis jusqu'au sommet, discutent de la manière de coordonner des actions côtières pour se défendre contre ces interceptions en mer menées par les États-Unis. Nous savons que, par exemple, la Marinera nécessitait une base américaine pratiquant l'interception sur la côte écossaise avec les Britanniques. Nous ne savons pas exactement quelle base américaine a été utilisée pour intercepter l'Aquila II, qui fut la plus récente interception. Ce que nous devons comprendre maintenant, c'est la stratégie de l'amiral Moïseïev pour la protection de la marine russe. Opération de convoi, survol aérien, escorte navale. Il faut des bases côtières, n'est-ce pas? Des bases côtières dans l'océan Indien signifient l'Inde. Des bases côtières dans le Pacifique signifient la Chine. Et des bases côtières dans l'Arctique, cela signifie la Russie.
C'est un problème moindre. Nos bases côtières dans la Baltique, un problème moindre. Les bases côtières dans la mer Noire, un problème moindre. Mais il est clair qu'il existe désormais un besoin de coordination entre la Russie et l'Inde, ainsi qu'entre la Russie et la Chine. Est-ce l'un des points de désaccord avec la Chine? Nous ne le savons pas, mais j'en parle publiquement parce que la partie russe l'a fait, sauf qu'il ne semble pas que cela ait été rendu public. Maintenant, la partie indienne, lors des sommets Poutine-Modi à Delhi en décembre, et nous en avions parlé à ce moment-là, a accepté diverses opérations coordonnées afin que les forces militaires indiennes puissent utiliser les ports russes et inversement. Les États-Unis entretiennent des relations similaires avec le Pakistan pour l'océan Indien. Ils utilisent Diego Garcia au milieu de l'océan Indien et disposent de bases jusqu'à l'est, à Singapour. Nous savons donc que Trump applique la soi-disant promesse du Premier ministre Modi, selon laquelle l'Inde réduira ses importations de pétrole en provenance de Russie. Et les Indiens les réduisent effectivement et continueront de le faire au fil du temps. D'un autre côté, il y a eu des interceptions de navires, prétendument liés à des mouvements de pétrole iranien au large de Mumbai, sur la côte indienne ces derniers jours et ces dernières heures. Donc, ce que nous devons supposer, c'est que les trois alliés, l'Inde, la Chine et la Russie, en soutien à leurs partenaires, dont l'Iran, et pour défendre le commerce pétrolier vital pour les trois, doivent être en train de négocier une coopération navale afin de protéger ces convois, ces routes commerciales, ces détroits, Gibraltar, Malacca, les détroits danois, les Dardanelles, et ainsi de suite. Ils doivent coopérer. Mais sont-ils en désaccord? Chacun essaie-t-il de conclure son propre accord avec les États-Unis? Nous ne le savons pas encore. C'est pour cela que nous en discutons. C'est pour cela que ce n'est pas une si bonne nouvelle en termes de podcast. Et c'est aussi pour cela qu'il y a un débat à Moscou, n'est-ce pas? Pensez-vous que les États-Unis, en imposant ce type de sanctions, et compte tenu du comportement que nous observons de la part de l'administration Trump, pourraient créer une certaine forme de tension entre la Russie et la Chine en particulier? Comment voyez-vous cela? Je dois dire que je ne sais pas encore. Cela reste à voir. Ce que nous avons constaté, pardonnez-moi, c'est que chaque pays a été soumis, c'est une stratégie commerciale américaine, à des tarifs discriminatoires conçus pour les amener par intérêt économique à agir contre leurs alliances politiques. Je veux dire, c'est une politique déclarée. C'est une stratégie compréhensible. Ce n'est pas du tout une stratégie de pacification, mais elle est compréhensible, qu'on la tire des tweets et des discours de Trump ou des articles de type universitaire produits par Eldridge Colby au Pentagone. Ainsi, en cherchant à séparer la Chine de la Russie et l'Inde de la Russie, voilà la stratégie des États-Unis. Et cette guerre en mer est l'un des moyens que les États-Unis estiment efficaces. Lorsque Witkoff entre dans la salle de négociation à Abu Dhabi, il est convaincu que cela fonctionnera. Ses compagnons militaires, leur armée ou leur force aérienne, dans le cas de Grinkovich, ne sont pas là en tant que conseiller naval. L'amiral Brad Cooper du CENTCOM participait aux négociations d'Oman avec Witkoff, Kushner et la délégation iranienne. L'usage de la puissance navale constitue désormais, pour la première fois, une opération mondiale menée par les États-Unis visant le Venezuela, l'Iran et la Russie. Cela ne manquera donc pas de susciter des divergences d'opinion en Inde. Je connais un peu mieux les différences de factions là-bas que celles qui existent en Chine. Tu en sais plus sur les différences entre les factions en Iran. Que peut-on dire d'elles toutes, y compris de la Russie?
Eh bien, il y a ceux qui pensent qu'il vaut mieux conclure un accord avec les États-Unis maintenant, alléger la pression dès à présent, servir nos électeurs, nos partenaires économiques dès maintenant, reprendre les affaires comme d'habitude. Nous pouvons tous attendre que Trump passe. Les Indiens peuvent penser cela, les Chinois peuvent penser cela, les Russes peuvent penser cela. Mais en attendant qu'il tente un troisième mandat, que Vance le remplace prématurément, qui sait? L'essentiel, c'est qu'il existe des factions qui soutiennent l'idée de conclure un accord maintenant, par crainte de pire. Appelons-les les pro-américains dans chaque pays. Et puis il y a ceux qui disent « non, non, non ». Si vous concluez un accord maintenant, Trump en demandera encore plus. C'est ainsi qu'ils se comportent. C'est de cette manière que les gangsters imposent leurs rackets d'extorsion dans la rue, dans la ville, dans les affaires. Si nous agissons avec faiblesse et sans défense maintenant, ils vont intensifier leurs actions. Il existe donc, disons, une faction anti-américaine. Et il y a des conseillers et des experts militaires, des conseillers et des experts économiques qui assistent chaque faction, à Téhéran, à Moscou, à Pékin et à Delhi. Et chacun, disons-le, a un argument respectable et défendable. Nous faisons tous face à une situation extrêmement imprévisible à Washington. Qui sait si l'un des membres du clan Trump, Howard Lutnick, le secrétaire au commerce, un homme qui déteste la Russie, la Chine et l'Inde, ne sera pas le prochain à agir. Il les déteste. Il les insulte. Il parle comme un gangster déterminé à utiliser son pouvoir contre ses ennemis, l'Iran, la Chine, le Venezuela, Cuba et ainsi de suite. En ce moment, il pourrait être contraint de quitter le gouvernement parce qu'il s'est révélé être un menteur au sujet de ses relations, commerciales et autres, avec Jeffrey Epstein. Un gangster de moins dans le clan Trump serait un ennemi de moins d'un point de vue mondial. Mais cela ne changera pas le problème de fond que chacune de ces capitales rencontre. Leurs équipes politiques doivent encore décider. Faisons-nous un accord maintenant ou résistons-nous parce qu'ils reculeront si nous résistons efficacement? Que faisons-nous? Je pense qu'il est très important que le public du podcast comprenne qu'il n'est pas facile de décider de ce qu'il faut faire. Ensuite, la menace de violence est grave, imminente, immédiate. Et lorsqu'on est responsable, non seulement devant les électeurs, mais aussi devant sa conscience morale pour la vie de son peuple, on ne prend pas ces décisions à la légère. On ne peut pas simplement rejeter le camp américain comme militairement incompétent, ou comme des amateurs, des imbéciles ou des arrogants cherchant à projeter leur puissance et à se pavaner, et ainsi de suite. Non, non, non. C'est une guerre sérieuse. C'est une guerre en mer. Une guerre sur de nombreux champs de bataille contre des adversaires sophistiqués et des armes extrêmement destructrices. Et il est compréhensible que dans chaque capitale, leur faction, et les qualifier de faction en lutte est probablement juste, existent, car les enjeux sont si graves et urgents. Mais cela ne signifie pas que quiconque manque de respect envers les arguments de l'autre camp. Ce que j'essaye de dire, pour répondre à votre question, c'est que oui, il y a de la tension partout à cause de cela. Et il n'est pas facile de prévoir comment chaque État décidera. Par conséquent, du point de vue russe, il est nécessaire de renforcer rapidement la discussion, de parvenir à un accord sur les tactiques, sur les opérations, sur la stratégie, aussi vite que possible et aussi secrètement que possible. John, c'est incroyable pour moi de voir les États-Unis utiliser toutes leurs capacités. Donald Trump utilisant 100% de leur pouvoir pour faire pression sur tous ces pays, la Russie, la Chine, l'Inde,
l'Iran. Mais en réponse, on ne voit pas grand-chose venir de ces pays. Ils n'utilisent pas cela. Ils ne se comportent pas de la même manière que l'administration Trump. Penses-tu qu'il s'agit d'un problème fondamental, d'une différence de stratégie? Ou bien que l'attitude des États-Unis est totalement différente de celle de ces pays de l'Est, disons-le ainsi. Ce sont deux stratégies différentes. Comment voyez-vous cela? Parce que je crois vraiment que si tous ces pays s'unissent, et nous savons qu'ils ont chacun leurs intérêts nationaux et intérieurs, toutes ces difficultés à se comprendre, leurs différences, s'ils pouvaient mettre tout cela de côté, pensez-vous que cela pourrait se produire si l'administration Trump poursuit la même stratégie? Ou allons-nous assister au même type de comportement, où ils n'iront pas aussi loin pour exercer une pression sur les États-Unis sous l'administration Trump? Je parle de tous ces pays, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran et même certains du Moyen-Orient. Je ne connais pas la réponse, Nima, pas en général. Je peux parler du côté russe. Pourquoi ne pas commencer par dire ce que tu vois en Iran? Il y a une faction qui veut un accord selon les conditions proposées par Witkoff et Kushner, et une autre qui dit qu'on ne peut pas faire confiance à un homme comme Witkoff, que c'est une tromperie. Alors, commençons par là, si tu veux bien. Dis-moi comment tu vois l'Iran décider, et ensuite je pourrais te dire comment, selon moi, le côté russe perçoit la situation. En ce moment, je pense que la perception parmi les décideurs iraniens est la suivante. Que pouvons-nous vraiment faire face à la situation actuelle sous l'administration Trump? Allons-nous entrer en guerre? La guerre est l'une des options. Si l'administration Trump décide d'attaquer l'Iran, nous devrons y répondre. Alors, que pouvons-nous faire d'autre? Comme l'a dit le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, il se moque de ce que disent les services de renseignement, l'armée ou tout autre groupe de décideurs en Iran. Il ne devrait pas s'inquiéter de ce que nous faisons avec Steve Witkoff et Jared Kushner. Faites ce que vous jugez prioritaire pour répondre aux États-Unis, quoi qu'il puisse arriver. Nous ne pouvons pas croire que les États-Unis soient sincères dans leur manière d'essayer de négocier avec nous. Mais nous devons le faire. Nous sommes les bras de la diplomatie en Iran. Nous leur parlerons. Nous négocierons avec eux. Mais d'un autre côté, toutes les autres factions doivent être prêtes à toute option que le pays pourrait décider d'adopter. C'est la perception, autant que je sache, en Iran. Mais je pense que ce qui est important, c'est la manière dont le gouvernement iranien peut relier les difficultés auxquelles il est confronté à celles auxquelles la Russie est confrontée, à celles que la Chine rencontre et à celles que l'Inde rencontre. C'est important, à mon avis. Je pense que c'est bien dit. Laissez-moi voir si je peux répondre. D'un côté, pour revenir à ce dont nous avons parlé et dont vous avez discuté avec Mohamed Morandi et d'autres, je pense que nous sommes parvenus à un consensus selon lequel, sur le plan militaire, les États-Unis n'osent pas attaquer l'Iran pour le moment. Il existe une sorte d'équilibre temporaire et stable des forces au bord du gouffre, à la limite. Une situation de non-guerre qui maintient l'Iran tendu sur la défensive, garde les Américains déployés à grands frais sans attaquer, rend les Israéliens frustrés et les États arabes nerveux. Et cela, d'une certaine manière, plus cela dure, plus c'est positif pour le gouvernement iranien et dans une certaine mesure, pour le peuple iranien, qui voit la défense fonctionner pour le moment, stable mais au bord du gouffre. C'est une stratégie de politique du bord du précipice des deux côtés. It's a strategy of brinkmanship on both sides. The Russian side believes correctly. Le camp russe estime, à juste titre, qu'il est en train de gagner, au prix élevé de vie et de richesse russe, la bataille pour l'Ukraine, pour le Donbass, pour les 4 régions, pour, disons, la capitulation du régime militaire,
du régime néo-nazi de Kiev, qui continue de faire la guerre à la Russie. D'un point de vue militaire, politique et électoral, l'armée a gagné, ou est en train de gagner. J'ai publié un article dans Dance with Bears la semaine dernière, rapportant les derniers sondages d'opinion en Russie. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, consultez Dance with Bears. L'article sur le sondage, je crois, est paru jeudi dernier. Les électeurs russes estiment que des négociations sont essentielles pour mettre fin à cette guerre destructrice. Mais si les négociations échouent, le peuple russe souhaite une action efficace, rapide et décisive pour détruire l'ennemi. Et ils comprennent que cela signifie potentiellement un affrontement direct entre les forces russes et les États-Unis. Ils comprennent les risques encourus. L'opinion des électeurs est favorable à des négociations, et si celles-ci échouent, à une action rapide et décisive. Pas de retard, pas de temporisation. Les politiciens, cependant, comme nous venons de le décrire, estiment que la Russie devrait éviter un affrontement direct avec les États-Unis. La guerre en mer pose une question. Si les flottes russes sont escortées par la marine russe et qu'il y a un affrontement direct avec les États-Unis, que se passera-t-il? Ce sujet n'est pas encore vraiment abordé dans la presse russe. Dans un ou deux articles, presque tous ceux que j'ai vus, qu'il s'agisse des discussions publiques, des blogueurs militaires ou des débats de Viscliab, tous affirment que la Russie doit défendre la flotte battant pavillon russe. Par conséquent, le commerce russe doit être de plus en plus sous pavillon russe. Par conséquent, la marine doit être déployée. Mais quel serait le sentiment si cela conduisait à un affrontement entre les États-Unis et la Russie, assez loin des côtes russes? L'Atlantique Nord, par exemple, ou la Méditerranée, ou l'océan Indien, ou le Pacifique. Que se passerait-il? De toute évidence, ceux qui défendent la formule d'Anchorage ne veulent aucune augmentation du risque de confrontation. L'amiral Mosev et Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, se prononcent publiquement en faveur de la défense, car ils estiment que le camp américain fera ce qu'il fait dans la mer d'Oman, tenir bon sans attaquer. Et que voyons-nous faire de votre côté? Le camp iranien met à l'épreuve les navires battant pavillon américain qui traversent le détroit d'Ormuz. Ils envoient quelques vedettes rapides pour tester la réaction des États-Unis. Ils déploient un drone de surveillance pour observer. Les États-Unis ouvrent-ils le feu? Que font-ils? Il y a un processus constant de mise à l'épreuve. Pour l'instant, il n'existe pas de tel processus de la part de la Russie. Il y a bien eu un essai de sous-marin et une corvette escortant le Marinera, mais à distance, trop loin pour intercepter ou menacer la saisie de ce pétrolier par les États-Unis au large des côtes d'Écosse et d'Islande. En tant que protection de convoi, c'était trop tard, trop inefficace. Eh bien, quel type de nouveaux tests la marine russe, le président et le Conseil de sécurité vont-ils autoriser? Et s'ils commencent à autoriser des tests comme le CGRI le fait dans le golfe d'Oman, quelle sera la réaction des États-Unis? Je ne sais pas. La réponse américaine sera-t-elle un retrait tactique lorsqu'ils ne peuvent pas être sûrs d'une victoire écrasante? C'est leur doctrine, c'est leur comportement, c'est le schéma. Mais tant que la partie russe n'aura pas constitué une dissuasion significative des forces navales et aériennes autour du drapeau russe, tout ce que pense la partie américaine, c'est que les Russes sont faibles, que les Russes se retirent, que les Russes vont perdre leur capacité à commercer. Et votre question était, eh bien, vous avez expliqué la manière dont le camp iranien pense. Nous en venons à la question des grands consommateurs de pétrole iraniens et russes, la Chine, l'Inde et quelques autres États. Que vont faire la Chine et l'Inde pour réduire ce genre de tension, pour accroître la capacité des deux camps à atteindre un équilibre en mer, un équilibre non violent en mer,
une destruction mutuelle assurée en mer. Je pense que les Chinois sont loin de nous le dire. Le côté indien offre beaucoup plus de précision, mais la situation est si grave et si nouvelle. Je ne vois encore aucune clarté de la part de Delhi. Voilà donc le résumé. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne peux que prévoir que tout le monde devra tester les eaux, pour ainsi dire. Everybody must test the waters, so to speak. John, John, quel est le ton? Quelle est l'atmosphère en Europe? Parce que Macron a dit que l'Europe serait balayée dans 5 ans si elle ne faisait rien. Il parle du Groenland, du cas du Groenland, et de la manière dont l'Europe réagit à l'administration Trump. On voit la plupart des pays européens se plier d'une certaine façon à ce que Donald Trump demande. Mais où en est l'Europe dans son ensemble en termes, disons, de résistance face aux États-Unis et à la manière dont ils se comportent envers l'Europe? I don't see Europe resisting, not Western Europe. Je ne vois pas l'Europe résister, du moins pas l'Europe occidentale. Je vois chaque dirigeant, Starmer, Macron, Meloni, Merz, essayer de rester au pouvoir et faire les déclarations qu'ils estiment à ce moment précis pouvoir les aider auprès de leurs électeurs nationaux. Macron s'adresse à ses électeurs nationaux. Il ne s'adresse pas vraiment aux États-Unis. Et il n'a certainement pas réussi à organiser la conversation téléphonique qu'il évoque et prépare avec le président Poutine depuis des semaines. Non, Macron, Starmer, Merz, Meloni, ils s'adressent tous à leurs électeurs nationaux parce qu'ils sont politiquement faibles, très faibles. Il peut y avoir une apparence de résistance. There may be the appearance of resistance. For example, Starmer might say that Par exemple, Starmer pourrait dire que la décision britannique de restituer les îles Chagos à Maurice, qui inclut l'accord sur la base américaine de Diego Garcia, est une meilleure solution, tandis que Trump accuse Starmer d'avoir fait quelque chose. Je crois que le mot de Trump était « stupide ». Starmer défendra sa décision, non pas parce qu'il peut convaincre Trump, mais parce qu'il doit soutenir son gouvernement en difficulté, désormais en très mauvaise posture, et qu'il est personnellement désespéré de se sauver alors que ses principaux collaborateurs quittent son bureau. Il dira tout ce qu'il juge nécessaire pour se maintenir au pouvoir. Et nous pourrions aller des Pays-Bas à la France, à l'Italie, à l'Allemagne, et constater le même schéma. Des problèmes différents, une faiblesse politique commune. Nous le voyons même en Pologne, où le Premier ministre accuse Epstein d'avoir été un agent russe. Epstein of having been a Russian agent. Inventing and fabricating all sorts. Je veux dire, ils inventent et fabriquent toutes sortes de choses. Tout le monde essaye d'économiser l'énergie. Je lirai leurs déclarations comme étant antagonistes envers les États-Unis, uniquement s'ils estiment que c'est nécessaire pour obtenir un soutien intérieur. Mais ils ne sont pas réellement capables de s'opposer sérieusement aux États-Unis sur la question du Groenland. Nous en avons déjà parlé. Il me semble que Mark Rutte, l'ancien Premier ministre néerlandais et désormais secrétaire général de l'OTAN, a mis au point une formule permettant au Groenland de rester constitutionnellement là où il est, une région autonome du Danemark, tout en permettant aux États-Unis de s'étendre selon le modèle chypriote, avec de vastes zones de base qui seraient un territoire américain, tout comme les zones de base britanniques sont un territoire britannique à Chypre. Je ne vois aucun effort significatif au-delà des relations publiques pour s'opposer à la formule finale de Trump concernant le Groenland. Et bien sûr, l'OTAN claquera des talons, saluera et fera ce que les États-Unis veulent, de la Finlande à travers les pays scandinaves jusqu'à l'Arctique, au Groenland et au-delà du cercle arctique jusqu'au Canada. Nous voyons donc le Premier ministre du Canada mettre en avant ce qui semble être une défense de la souveraineté canadienne face à Trump. Trump intensifie, Carney défend. Carney dépend d'une faible marge électorale et a gagné sa place dans le parti, puis à la tête du gouvernement, en tant que défenseur de la souveraineté canadienne. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi qu'il se comporte.
so. Yeah. I think Canada is facing something Je pense que le that Canada everyone est confronté was talking à about quelque chose before. dont tout le monde They're parlait déjà so much auparavant, dependent on parce the qu'il United dépend States. tellement des They États-Unis. have been so much Ils dependent dépendent on des the United États-Unis States. depuis That's si why I think longtemps. their main C'est pourquoi je problem pense que is leur that principal they problème, cannot move c'est away qu'ils from arrivent the tout United simplement States. pas Do you à think s'éloigner that's happening? des That is États-Unis. going Penses-tu on? que c'est ce That qui se passe? is one of the Que c'est main en cours? strategies in the mind of- Que in c'est the l'une mind des of those principales people stratégies who are dans running l'esprit des personnes or qui somehow dirigent, des décideurs au Canada? decision-makers in Canada? Canada can do a great deal to defend its independence. And Carney Le can Canada do peut it. faire beaucoup pour défendre son indépendance, et Carney ne fait pas ces choses-là. Il vaudrait mieux avoir un expert canadien à ce sujet, pas moi. Mais Carney m'a convaincu lorsqu'il se présentait pour remplacer Trudeau à la tête du Parti libéral, puis plus tard, lorsqu'il se présentait aux élections, qu'il défendrait la souveraineté et l'économie canadienne, qu'il ne subordonnerait pas l'armée canadienne comme elle l'a été totalement, d'abord aux États-Unis, puis à l'Ukraine, durant le mandat de vice-première ministre de Chrystia Freeland, une Ukrainienne. Il a donné tous les signes que le Canada a la capacité de défendre son indépendance, et il a été élu sur cette base. Je dois dire qu'il a lamentablement échoué. And I have to say that he failed. He convinced me that he had deceived the Il m'a convaincu qu'il avait trompé l'électorat, et m'avait trompé moi aussi, et qu'il place ses propres intérêts commerciaux, qui sont très liés aux États-Unis, au premier plan dans sa manière d'envisager les négociations, qu'il s'agisse de relations commerciales ou politiques avec l'administration Trump. L'ironie, c'est qu'il serait bien plus soumis aux États-Unis si l'administration Trump ne cessait pas de faire monter les enchères contre lui. L'administration Trump est en train de faire de Carney un homme honnête. C'est ironique. Mais comme je le dis, il vaudrait mieux avoir un expert canadien. Il y en a beaucoup de très bons à ma place. Pour répondre à votre question, que pourrait faire le Canada? Que pourrait faire Carney pour protéger l'indépendance du Canada face aux attaques des États-Unis en ce moment? Je pense qu'il existe une stratégie pragmatique, mais que Mark Carney ne l'adopte pas. And it's not being adopted by Mark Carney. Yeah. Oui, merci beaucoup John d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir comme toujours. Great pleasure, as always. Thank you for having Merci de m'avoir invité, Nima. me. Let's see Voyons what ce qui se happens passera la semaine prochaine. until next week. Exactly. See you soon. Exactement. À bientôt.